Et bien sûr, l'enjeu, la question qui va toujours travailler les acteurs, c'est faut-il imiter ou faut-il vivre avec son temps? Déjà, Bertrand de Chartres, je ne sais plus exactement la date, mais dit, de la même façon que ce matin ça a été dit, le rapport, vous voyez, ambivalent, et le rapport, il dit « Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants ». En disant ça, il reconnaît finalement l'infériorité, on va dire, des contemporains à l'égard de l'Antiquité, mais en même temps, ambivalence, il souligne en disant ça qu'en étant jugé sur les épaules de géants, on voit plus loin que ceux de l'Antiquité. Et ce rapport ambivalent, il va évidemment progressivement se déplacer du côté du moderne, c'est-à-dire que progressivement, le terme valorisé va être moderne et non plus ancien. Et ce couple se déplace ensuite, c'est le couple moderne classique, parce que le classicisme, c'est l'époque du siècle de Louis XIV, et après Louis XIV, XVIIIe, XIXe, bien on se compare au classicisme et on dit, ben nous, on n'est pas exactement, est-ce que ce sont des canons, ce qui a été inventé au XVIIe siècle, qu'il faut absolument imiter? Et puis, le mouvement s'accélère avec le mouvement moderne, dont j'ai parlé tout à l'heure, le modernisme, c'est-à-dire que le moderne s'oppose à lui-même. Il y a une sorte de fuite en avant, chaque école artistique, par exemple, chasse l'autre, parce qu'il faut aller toujours plus loin. D'où ce sentiment, XXe siècle, que ce mouvement s'épuise. Et d'où le nouveau couple postmoderne-moderne, ou alors moderne avancé, moderne classique. Donc vous voyez, il y a une relation en permanence. Alors cette relation, est-ce qu'il est possible de ne pas faire en sorte que ce soit une simple fuite en avant? Bien, une façon de faire, c'est d'essayer de stabiliser minimalement le concept, non pas l'adjectif moderne, mais le nom modernité. Ce que j'essaye de distinguer en parlant de la modernité, de la notion de modernité, c'est de ne pas se faire simplement référence à ces déplacements permanents, mais d'essayer de faire référence à un certain, ce qu'on appelle en sociologie, un type de société. C'est-à-dire un certain type, ça veut dire une certaine manière de penser, un ensemble de caractéristiques qui font sens et qui font cohérence. Et à partir du moment où on raisonne en termes d'un type de société, on peut dire que ce type de société, le sociologue l'extrait de l'histoire, mais on peut dire en même temps qu'une fois qu'il l'a extrait de l'histoire, ça devient quelque chose sur quoi il peut s'appuyer pour analyser différentes situations. Et par exemple, nous pouvons nous demander qu'en est-il, nous pouvons faire des comparaisons. Qu'en est-il de la démocratie athénienne par rapport à la démocratie du XIXe siècle? Vous voyez, on peut, à partir du moment où on stabilise un peu les notions, on peut prendre la notion de modernité en un sens un peu plus stable. Donc cette stabilisation, je la justifie en disant que à partir du XVIIe siècle, il y a une cristallisation historique de la notion. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIe siècle, il y a une sédimentation d'un ensemble de mouvements qui ne s'appellent pas nécessairement modernes, ne résonnent pas forcément avec cette catégorie, mais que nous, rétrospectivement, nous pouvons associer à cette catégorie. Et donc, nous pouvons essayer de dire que là, il y a une rupture historique fondatrice que les historiens associent justement à la notion des temps modernes, une notion qui démarre, selon les historiens, ça dépend des historiens, mais avec la découverte de l'Amérique, avec les grandes découvertes, bon, souvent c'est cette période-là, ou la chute de Constantinople, donc 15e siècle. Et du coup, les historiens ont été un peu prisonniers de leur première périodisation, d'où cette opposition aujourd'hui en France, parce que ce n'est pas le cas dans d'autres pays, entre histoire moderne et histoire contemporaine, à cause de l'histoire française et à cause notamment de la Révolution française qui a été la césure par laquelle ils ont distingué histoire moderne et histoire contemporaine. Mais si on laisse tomber cette question propre aux historiens, on peut dire que les temps modernes, cette rupture, ce sentiment d'une rupture qui a été vécu aussi par les contemporains, eh bien les temps modernes ont été pensés comme une rupture à différents niveaux. On peut faire référence ici à la réforme protestante, qui est un moment essentiel, parce que c'est la rupture de l'unité de la chrétienté et que ça prépare la sécularisation de la société, c'est-à-dire la déchristianisation de la société. Parce qu'à partir du moment où la société n'est plus homogène religieusement, eh bien, il va y avoir une dynamique fondamentale qui va se mettre en branle. On peut l'associer à l'émergence de l'État-nation en Europe, donc XVIIe siècle, toutes les théories du contrat social, toutes ces théories-là qui réfléchissent à la manière de penser le politique en des termes non religieux. On peut l'associer à l'émergence des premières doctrines classiques du marché, Adam Smith et d'autres, XVIIIe siècle. Et on peut l'associer à l'époque des grandes révolutions, politiques d'abord, puis après la révolution industrielle, la révolution capitaliste. Donc vous voyez, bien sûr, ça court sur plusieurs siècles, mais en tout cas, il y a une cohérence là qu'on peut associer à la notion de modernité. Et puis, on peut l'associer aussi, et c'est très important,
à un ensemble d'orientations philosophiques et plus largement de valeurs qu'on associe aujourd'hui couramment à l'époque, à ce qu'on appelle le siècle des Lumières, c'est-à-dire la philosophie rationaliste, la philosophie qui développe le thème du sujet humain comme étant au centre de la réflexion philosophique et le thème de ce sujet humain éclairé par la raison. Et la raison, dans cette perspective-là, prend la place de la religion. Et c'est très important parce que là, il y a une rupture essentielle du point de vue de la construction des rapports politiques, des rapports sociaux, des rapports culturels et autres. Donc, ça a du sens de considérer qu'il y a une cristallisation historique qui fait que, pour nous, ce que nous appelons aujourd'hui la modernité, c'est pas le 5e siècle, c'est pas le 12e siècle, c'est bien cette période-là, c'est bien cette cristallisation-là. Quand nous parlons de modernité, nous faisons référence à cette histoire qui est née en Europe au XVIIe siècle et qui aujourd'hui se poursuit. Et quand nous réfléchissons en termes de postmodernité ou de modernité avancée, c'est souvent par rapport à cette première cristallisation historique que nous réfléchissons. Donc je pense que c'est une manière de stabiliser la notion, tout en reconnaissant que c'est une notion relationnelle et qui peut évoluer constamment, nous pouvons aussi essayer de la stabiliser minimalement. Alors par rapport à ça, juste un mot, le terme modernisation veut dire stricto sensu la mise en place de la modernité. Et c'est très important là aussi parce que ce terme en est venu à changer de signification au fil du temps. Et aujourd'hui, souvent, modernisation a perdu ce sens fort et ne veut plus dire que mise au goût du jour. Je ne résiste pas à l'impulsion de vous lire un petit extrait de Ouest France qui porte sur la modernisation des hôpitaux et où on nous dit il y a 4 priorités dans cette modernisation. Première priorité, l'informatisation des hôpitaux qui doivent, je cite, prendre le virage du numérique. Bon. Le virage du numérique, prendre le virage, ça c'est typique de ce qui a été un peu dit ce matin par Nicole Aubert notamment. Mais là, on est typiquement, je dirais, dans un usage du terme modernisation complètement dénué de tout rapport avec un projet de société fort. On n'a pas vraiment l'idée d'un ensemble de valeurs très significatives qu'il faudrait mettre en œuvre, etc. Ça, c'est le sens qui est devenu celui du mot modernisation aujourd'hui. Modernisation, ça veut dire se mettre au goût du jour, c'est-à-dire changer le matériel, etc., parce qu'il y a un nouveau matériel qui est apparu. Mais si on prend le mot en un sens fort, eh bien, ça serait problématique de dire modernisation pour ce genre de choses. Donc deuxième aspect, la mise aux normes de sécurité. Vous voyez, c'est pareil, la mise aux normes de sécurité, c'est juste là, ça a le sens de adaptation, de mise à jour, ça n'a pas un sens fort. Troisième signification, l'amélioration des conditions de travail et de l'accueil des familles. Bon, là, éventuellement, il y a quelque chose qui est... Vous voyez, on mélange des notions de modernisation au sens technologique, modernisation en un sens beaucoup plus centré sur les rapports sociaux. Et puis rénover et réorganiser les urgences. Bon. Donc le terme modernisation, si on veut l'employer en un sens un peu rigoureux, je pense qu'il est important de voir comment il a dérivé et comment il avait un sens qui pouvait être fort et comment aujourd'hui il a un sens très faible. Mais il faut bien voir, et c'est très important, qu'à travers ce sens faible, il reste quelque chose d'essentiel, c'est que celui qui vous parle de la modernisation, celui qui vous soumet à une injonction de modernisation, se met du côté des valeurs positives. Parce que la modernisation est valorisé, parce que moderne est valorisé. Et donc celui qui vous dit il faut moderniser d'une certaine façon, il vous dit ne soyez pas archaïque, c'est un peu comme le sauterne, c'est-à-dire soyez au goût du jour, ne restez pas en arrière. C'est pour ça qu'il est important de voir que les termes que nous employons ne sont pas neutres et ils s'inscrivent toujours dans des relations sociales. Et du coup, on peut voir que ce terme modernisation, il renvoie au troisième terme, le modernisme, c'est-à-dire un ensemble d'attitudes positives à l'égard du moderne. On peut définir le modernisme comme un ensemble d'attitudes et de valeurs positives à l'égard du moderne. Donc, on peut dire que ceux qui prônent la modernisation sans arrêt sont modernistes. Ils sont modernistes parce qu'ils nous soumettent à une injonction de changement, mais un changement valorisé parce qu'il serait moderne. Alors je pense que c'est important de questionner ces injonctions et ces discours. Alors pourquoi y a-t-il aujourd'hui des confusions croissantes ? Il y a des confusions croissantes pour, premièrement, l'étymologie. Parce que moderne, étymologiquement, ça veut dire ce qui est d'aujourd'hui. Et donc il y a un problème, c'est que moderne, comme je viens de le souligner, ça peut renvoyer à cette cristallisation historique
XVIIe, XVIIIe, etc., ou ça peut renvoyer à aujourd'hui. Et la confusion est d'autant plus grande qu'il y a un écart croissant entre notre époque et celle de cette modernité historique. Et nous avons donc le sentiment croissant que, d'une certaine façon, c'est cette période qui a inauguré historiquement une rupture, eh bien, n'est pas vraiment moderne, et semi-moderne, et moyennement moderne, etc. Nous avons donc du mal à comprendre en quoi ces personnes-là ont pu se penser modernes ou ont pu penser faire rupture. Un peu comme ce matin la question de la mode, si on regarde ce qui était jugé moderne dans les années 50, évidemment aujourd'hui ça nous paraît très archaïque. Il y a des confusions également liées à la diffusion planétaire des dynamiques de transformation. Pourquoi ? Bien parce que la modernité est associée aussi à une opposition spatiale, pas seulement temporelle. La modernité a été dans la conscience occidentale un repère fondamental pour penser non seulement son histoire, mais pour penser sa relation aux autres sociétés. Et c'est dans cette relation aux autres sociétés qu'est née l'opposition, cette fois-ci, entre les sociétés modernes et les sociétés traditionnelles en particulier. Société primitive, société archaïque, société traditionnelle, tout ce que vous voulez. C'est aussi dans cette relation qu'est née l'opposition entre l'Occident et les autres. Et en anglais, on dit the West and the rest, l'Ouest et le reste, ce qui est assez parlant, c'est-à-dire l'Occident, à travers la notion de modernité, a aussi développé le thème de sa supériorité, et à travers cela, eh bien, ça a eu des incidences fondamentales du point de vue des relations entre les sociétés. Or, aujourd'hui, la plupart des sociétés sont en transformation, ce qui veut dire que nous ne pouvons plus considérer qu'elles sont traditionnelles, et par conséquent, ce qui veut dire que nous avons à changer notre façon de penser, non seulement en termes historiques, mais en termes spatiaux également. Et l'opposition entre l'Occident et les autres ne tient plus. Quand on voit la Chine aujourd'hui qui est dans un mouvement incroyable de transformation, on peut parfaitement comprendre que pour les Chinois, la modernité, elle commence aujourd'hui. Et que nous, les vieux Européens, comme disent certains, nous soyons totalement dépassés par ce mouvement. Il faut donc comprendre que nous avons des confusions croissantes aussi à cause de ça. C'est que, d'une part, il y a l'éloignement croissant avec le XVIIe, XVIIIe siècle, d'autre part, il y a aujourd'hui une remise en cause d'une certaine polarité, l'Occident et les autres, et que notre conscience d'occidentaux en est évidemment affectée, et notre façon de nous penser en est évidemment affectée. Et puis, il y a des confusions liées aux divergences d'interprétation sous un même terme. Plein d'auteurs disent des choses totalement opposées en parlant de modernité. Par conséquent, il ne faut pas s'intéresser aux étiquettes, il faut s'intéresser à ce que les gens disent. Alors, je voudrais proposer quelques éléments de renouvellement théorique que j'essaye modestement de travailler. Premièrement, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par modernité ? Qu'est-ce qu'on peut entendre aujourd'hui par modernité ? Je vais vous proposer très simplement trois significations en fonction des contextes. Première signification, tout ce qui caractérise l'époque contemporaine. Ici, modernité, ça veut juste dire nouveau, changement, etc. Bon, évidemment, je ne vais pas employer cette notion en ce sens-là parce que c'est la notion la plus relâchée et c'est la notion qui ne veut rien dire. On pourrait dire changement ou nouveau, ça voudrait dire exactement la même chose. Et dire que quelque chose est moderne parce que c'est récent, parce que c'est contemporain, ça n'a aucun sens si on l'emploie en un sens un peu fort. Deuxième signification, ce que j'appelle une condition anthropologique post-traditionnelle. Alors, j'essaye de m'expliquer, mais je vais développer dans un instant. En gros, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes une condition anthropologique, c'est-à-dire une condition de l'être humain, une condition qui n'est pas simplement une condition existentielle, individuelle, mais une condition collective. Cette condition collective, c'est une condition dans laquelle la religion et la tradition ne jouent plus un rôle structurant majeur au plan collectif sur un mode traditionnel. Je vais revenir sur cette idée dans un instant. Parce que, évidemment, ça ne veut pas dire, et on le sait bien, que la religion a disparu de la planète. Mais ce que je voudrais essayer de dire, c'est que la religion, aujourd'hui, n'a plus la même place, le même statut qu'elle avait dans une société traditionnelle. Donc, dire une condition post-traditionnelle, ça veut dire une condition humaine, individuelle et collective, dans laquelle nous ne pouvons plus raisonner, nous ne pouvons plus, que nous le voulions ou pas, notamment parce qu'il y a plein de gens qui pensent différemment de nous, parce que le monde est devenu hétérogène, parce qu'il y a plein de systèmes de valeurs qui s'affrontent, etc., parce que la culture ne forme plus un bloc synthétique, eh bien nous ne pouvons plus raisonner sur des bases traditionnelles.
Et je distingue cette notion de condition post-traditionnelle de la notion de modernité, parce que j'essaye de dire, au fond, qu'il y a plein aujourd'hui de formes d'organisation possibles de la société dans cette condition post-traditionnelle. Il n'y a pas une seule manière d'organiser la société dans une condition post-traditionnelle. C'est, à mon avis, l'erreur que continuent à faire beaucoup de sociologues, c'est qu'ils assument que ce qui n'est plus traditionnel est forcément moderne. Mais non, je pense que ce qui n'est plus traditionnel n'est pas forcément moderne au sens où je le définis, c'est-à-dire en un sens de type d'organisation de la société. Je pense qu'il est important aujourd'hui de distinguer ces deux notions parce que pendant longtemps on a pu faire comme si les deux étaient synonymes, mais en faisant ça, on était dans une lecture assez évolutionniste de l'histoire. On pensait que si on sortait de la tradition, on entrait dans la modernité, et que entrer dans la modernité, ça voulait dire essentiellement entrer dans le modèle occidental d'organisation de la société. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus dire rien de tout ça. C'est-à-dire, ne plus être dans une condition traditionnelle, ça ne veut pas forcément dire être moderne. Un exemple facile, mais en même temps parlant, le fondamentalisme religieux n'est pas traditionnel. Ce n'est pas du tout traditionnel. Mais ce n'est pas moderne, si on veut donner un sens fort au terme moderne. Alors, voilà. Donc, moi, le sens que je donne au mot modernité, c'est le troisième sens, c'est-à-dire un type de société et de civilisation qui est né en Europe de l'Ouest au XVIIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'un modèle, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de quelque chose à imiter, mais ça veut dire que c'est un point de référence. C'est un point de référence associé à ce que j'ai dit tout à l'heure, une cristallisation historique qui a eu lieu, qui a réellement eu lieu, que nous pouvons étudier, dont nous pouvons essayer de saisir qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est joué là, et par rapport à quoi nous pouvons essayer de nous situer. Nous pouvons nous situer en termes d'inflexion, de rupture, de transformation. Alors, à partir de là, trois distinctions élémentaires que je fais, qui sont des distinctions qui ne vont pas de soi, hein, qui vont un peu contre le sens courant, contre le sens commun, moderne et contemporain. Donc là, je me suis déjà expliqué, donc j'insiste pas. Moderne et non traditionnel. Tout ce qui est non traditionnel n'est pas forcément moderne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, toutes les sociétés de la planète, et à peu près et beaucoup de populations de la planète, sont déstabilisées, sont profondément en transformation. Elles sont déstabilisées dans leurs repères, elles sont déstabilisées dans leur mode d'organisation sociale et culturelle, mais elles ne suivent pas pour autant une voie de transformation qui irait dans le sens de ce que nous avons appelé la modernité. On ne peut pas considérer que notre société est leur avenir, ça ne va pas de soi. On ne peut pas considérer non plus que nous sommes un modèle pour elles en tout registre, ça c'est loin d'aller de soi. Et dans ces sociétés, il y a des gens qui réfléchissent, qui pensent notamment leur rapport à nous, et qui pensent notamment comment ils pourraient développer une autre façon de se transformer, qui ne soit pas celle de l'imitation de notre modèle, qui tienne aussi compte des innombrables critiques qu'il y a eu de notre civilisation. Pour penser ça, certains sociologues proposent de parler de modernité multiple au pluriel pour dire, voyez, aujourd'hui il y a une pluralité de voies de développement et on ne peut plus raisonner sur un mode évolutionniste. Il faut penser qu'au contraire, il y a une pluralité de façons de se transformer. J'avoue que modernité multiple, ça me pose problème parce que à ce moment-là, ça revient à dire toutes les voies de développement sont modernes, elles sont juste différemment modernes. Je pense qu'il est important d'avoir un point de repère et de voir moi je raisonne plutôt en termes de variété possible de la modernité, mais aussi en termes de développement qui sont complètement autres. Et qui sont complètement autres parce qu'on ne peut pas imaginer que sortir de la tradition, ça va vouloir dire adopter nos modes d'organisation sociale. Ça peut vouloir dire plein de choses. Et je pense qu'il nous faut être en mesure de penser ce plein de choses et sans être dans l'opposition classique entre moderne et traditionnel. Enfin, modernité et civilisation occidentale pour la même raison, c'est-à-dire qu'il y a d'autres sociétés aujourd'hui que l'univers occidental qui s'approprient la notion du moderne et qui pensent développer leur propre projet de développement. Et c'est très important de sortir de l'opposition entre l'Occident et les autres, peut-être pour aussi sortir de développements assez problématiques du type choc des civilisations, et pour sortir des oppositions manichéennes entre le bien et le mal, et pour peut-être aussi penser aujourd'hui ce qui est quelque chose qui ne pouvait pas être pensé hier, à savoir un dialogue entre les civilisations. Et l'idée que les civilisations autres ne sont pas des civilisations inférieures, ne sont pas des civilisations qui n'ont pas rien à apporter à l'humanité, mais que peut-être c'est dans une réflexivité de chaque civilisation sur elle-même et dans un dialogue entre les civilisations que nous pouvons inventer des modèles pour une mondialisation possible.
Alors, tout ça, je le résume. Combien de temps il me reste? Alors, j'ai essayé de distinguer 4 axes d'analyse qui essayent de distinguer ce que je viens de présenter. J'essaye de distinguer ce que j'appelle la périodisation, c'est-à-dire comment nous découpons l'histoire. Il faut bien voir que les découpages de l'histoire, c'est pas la nature, c'est pas naturel, c'est des découpages, c'est-à-dire ça correspond à des formes de conscience historique. Notre découpage Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, notamment, c'est un découpage qui correspond à une certaine manière dont nous nous sommes pensés à un certain moment. Il est plus que probable que nous allons repenser ces catégorisations, ces découpages temporels. Donc, de ce point de vue-là, je parle aujourd'hui de l'époque contemporaine, du temps présent. C'est un terme descriptif de l'époque, mais qui ne veut rien dire, qui ne dit pas c'est moderne, c'est pas moderne, etc. Deuxième colonne, donc la notion, ce que je viens de développer, cette idée de conditions anthropologiques non post-traditionnelles. Donc l'idée qu'il y a effectivement une rupture fondamentale à compter du XVIe siècle en Europe qui va aujourd'hui atteindre la plupart des sociétés de la planète, à savoir que ce que Max Weber, en sociologue, a appelé le désenchantement du monde, c'est-à-dire cette idée que la religion et la tradition ne structurent plus fondamentalement les collectivités humaines, que soit il y a un repli dans la sphère privée, soit il y a une réactivation de la tradition et de la religion, mais sur des modes profondément nouveaux. Le fondamentalisme en est une de ces figures. Ce qu'on appelle l'ethno-nationalisme en est une autre figure tout aussi délétère, souvent. C'est-à-dire la confusion entre la notion d'ethnicité et la nation politique. Et c'est-à-dire, au fond, ces mouvements réactifs sont des mouvements de quête de l'homogène dans des sociétés où l'homogène a disparu. L'homogène sur un mode culturel ayant disparu, l'homogène ne peut ressurgir que sur un mode idéologique et du coup avec aussi des orientations très coercitives souvent. Troisième colonne, une réflexion sur les types de sociétés. Ici, je ne me prononce pas sur la période contemporaine, modernité avancée, postmodernité. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus du tout important. Ce qui est important, c'est comment on essaye de penser notre époque, quelles en sont les caractéristiques. Et puis, quatrième colonne, la question spatiale, c'est-à-dire les relations entre les sociétés ou les configurations spatiales. Il est évident qu'il y a une connexion à faire entre le thème de la modernité et le thème de la mondialisation en particulier, mais c'est une connexion qui n'est pas simple à établir. Et puis, on ne peut pas s'imaginer que la mondialisation, c'est seulement une convergence, une homogénéisation, etc. Il y a toutes sortes de cas de figure. Il y a des phénomènes de divergence et de convergence. Il y a des phénomènes d'interdépendance croissant, mais aussi de stratification, de relations inégales entre les sociétés. Et tout ça, c'est à penser aujourd'hui. C'est quelque chose qui doit être articulé avec la réflexion sur les types d'organisation sociale.